Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est parti pour un mois de folie. En un mois, le Paris Saint-Germain va affronter deux fois l'Olympique de Marseille au Vélodrome, une fois Lille, une fois l'AS Monaco, deux fois le Bayern de Munich. Donc pour vous dire que très clairement, c'est là que ça va se passer. Très clairement, on va savoir, même si on peut très clairement savoir ce qui peut se passer. Surtout quand on voit la composition d'équipe du Paris Saint-Germain probable ce soir. Alors est-ce qu'il peut y avoir du changement de dernière minute ? Mais à l'heure où on parle, la composition probable du Paris Saint-Germain pour aller affronter Marseille ce soir au Vélodrome est incroyablement peu ambitieuse. On va parler aussi d'une énorme information dans quelques minutes. Restez accrochés, mettez vos ceintures. On va d'abord parler de ce classico OM Paris Saint-Germain. Alors, on pensait très clairement que ce match, il y aurait du changement au niveau de la composition d'équipe. Voilà. On va pas se mentir, le retour de Marco Verratti va faire un bien fou au milieu de terrain. Mais le reste, quand je vois la compo probable que Galtier va mettre ce soir, honnêtement, j'ai très très peur. J'espère me tromper, mais j'ai très peur. Quand je vois déjà le match de Keylor Navas avec Nottingham Forest, alors qu'on savait déjà que Navas était supérieur à Donnarumma, et que depuis que Navas est parti, Donnarumma n'est pas mieux du tout. On a pu le voir face à Toulouse. Sur le but, il est très clairement coupable. Sur son mur placé comme un enfant de 12 ans qui n'aurait pas fait ça. Très clairement, c'est de l'amateurisme. C'est une faute professionnelle. Mais maintenant, on va voir la composition d'équipe probable ce soir. Et honnêtement, j'ai très peur parce qu'il n'y a pas d'innovation. Il n'y a strictement rien d'ambitieux. Si très clairement, cette composition venait à être confirmée. Donnarumma dans les buts. Hakimi, Nuno Mendes sur les côtés. Ça va. Très clairement, on ne peut pas faire mieux à l'heure où on parle. Mais en défense centrale, Marquinhos, Sergio Ramos. Pourquoi mettre Sergio Ramos titulaire alors que Danilo Pereira, qui est à la base certes un milieu de terrain, mais on a bien vu que Danilo Pereira est 10 fois meilleur que Sergio Ramos en défense centrale. Et que Marquinhos, quand Ramos n'est pas là, est beaucoup plus performant et beaucoup plus solide que quand il y a Ramos à côté de lui. Pourquoi remettre Ramos, qui est aux fraises, qui est à la ramasse, qui a une caravane dans le dos, qui va à 2 à l'heure, qui est complètement dépassé, et qui en plus de ça vient de se blesser récemment, qui ne devait même pas être opérationnel pour le match de Monaco, et ce soir tu le lances titulaire dans un Vélodrome en folie face à une équipe qui va jouer le match de sa vie, sa finale de Ligue des Champions, portée par tout un stade, portée par une ambiance de fou, et une équipe, on va pas se mentir, une équipe de Marseille qui est supérieure à la nôtre, et tu vas nous mettre Ramos en défense centrale. Pourquoi ne pas mettre Danilo Pereira ? Tout le monde le dit. Tous les spécialistes, tous les supporters le disent. Pourquoi mettre Ramos en défense centrale et pas Danilo Pereira ? Quand Ramos est à côté de Marquinhos, Marquinhos n'avance pas. Marquinhos n'arrive même pas à faire une interception, une passe dans les pieds. Et là, tu nous mets Ramos. Danilo au milieu de terrain en sentinelle, alors que Danilo, on va pas se mentir, il est très très lourd et peu rapide. Ça va être très compliqué. Verratti et Ruiz au milieu de terrain. Vitinha en numéro 10. Quel est l'intérêt de mettre Vitinha en numéro 10, sachant qu'il n'a presque pas joué numéro 10 dans sa carrière, et qu'en plus de ça, toutes les passes de Vitinha passent par l'arrière. Vitinha, de la première à la 90e minute, c'est toujours des passes en arrière. Et ce soir, tu vas pas affronter Montpellier, tu vas pas affronter Toulouse, tu vas pas affronter Angers, tu vas affronter Marseille, qui est en pleine bourre malgré une défaite face à Nice. Et cette défaite face à Nice va leur permettre très clairement de jouer très sérieux ce soir. Même s'il y a des absents côté marseillais, Balerdi, Nuno Tavares et Eric Bailly. Vitinha en numéro 10 avec Neymar et Messi devant. Neymar et Messi devant, ça ne marche pas. Où sont les ailiers ? Où sont les milieux récupérateurs ? Ça veut dire que Hakimi et Mendes vont devoir jouer les ailiers offensifs et les arrières défensifs. Ça ne sera pas possible. Face à une équipe de Marseille qui va mettre une énorme pression, un énorme pressing. Attaque directe, rapidité, envie, intensité. Ça va courir de la première à la 90e minute, alors que nous, on ne court pas. On n'a pas d'attaquant, on n'a pas de numéro 9, on n'a pas de milieu de terrain, on n'a pas de défenseur central. Comment on peut espérer faire quelque chose ? Très clairement, comment on peut espérer faire quelque chose ? Franchement, si Paris gagne ce soir, je suis très curieux de voir comment. Parce que Neymar et Messi devant, ça ne marchera pas. En plus de ça, c'est un énorme risque de mettre Neymar titulaire ce soir, sachant que Neymar n'a pas joué depuis plus de 10 jours maintenant, et qu'en plus de ça,
Neymar est sous infiltration et joue sur une jambe. Messi, ils vont tous vouloir jouer pour Messi. Ils vont pas réussir à le trouver parce que la défense marseillaise va être accrocheuse et va être très agressif. Voilà, ce qu'il aurait fallu faire, c'est jeter Ramos, faire redescendre Danilo en défense centrale, Danilo Ramos en défense centrale, Hakimi à droite, Mendes à gauche, Marco Verratti à son poste, avec Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain accompagné de Fabian Ruiz ou de Vitinha. Et après, tu mettais Hugo Ekitike à droite, Neymar à gauche, Messi dans l'axe. Tout le monde aurait fait ça. Donc le Galtier est complètement perdu et je pense pas qu'avec cette compo tu peux t'en sortir. Voilà, il aurait fallu mettre Danilo en défense centrale, Emery au milieu de terrain, faire redescendre Danilo en défense, mettre Hugo Ekitike sur le côté droit, Neymar à gauche et peut-être Messi dans l'axe. Et là tu vas jouer avec Messi-Neymar, il n'y a pas vraiment de complémentarité depuis le début de saison. Les deux vont jouer très personnel, il n'y a pas d'ailier, il n'y a pas de pivot, il n'y a pas de neuf. Comment tu veux espérer faire quelque chose ce soir ? Si tu tombes contre un Marseille efficace et un Marseille comme ils ont l'habitude de jouer, ça va être vraiment très compliqué, voire mission impossible. Et là, on voit l'incompétence de Galtier, l'incompétence de Luis Campos, l'incompétence de Nasser Al-Khelaifi, l'incompétence de ce club. Donc on verra si vraiment cette équipe est confirmée vers les 20h. Mais voilà, si c'est cette compo-là, il y a peu de chances quand même de faire quelque chose, hein, très clairement, parce que là, il n'y a aucune complémentarité dans ce genre d'effectif et dans ce genre de composition d'équipe, très clairement. Donc voilà, et l'information principale de cette journée, de cette vidéo, hein, c'est le Qatar qui pourrait racheter Manchester United. QSI et le prince Tamim pourraient très clairement, dans les prochains mois, être investisseurs majoritaires de Manchester United. Pour rappel, à Manchester City, l'ennemi de Manchester United, et en plus de ça, l'ennemi du Qatar, hein, les Saoudiens, Manchester United, dont le prince Al Tamim est fan depuis maintenant plus de 20 ans, ils sont prêts à racheter le club. Hein. Donc c'est peut-être la fin du pavillon qatari sous l'ère Paris Saint-Germain. Manchester United bientôt sous pavillon qatari et QSI. C'est en tout cas ce qu'affirment de nombreuses sources. Après Newcastle la saison passée, c'est Manchester United qui semble attirer les convoitises du Moyen-Orient. Donc QSI serait en effet en passe de racheter le club mancunien. Il devrait proposer une offre pour United dans les prochains jours, avant la date limite fixée par les Glazers à la mi-février, et semble convaincu que leur offre surclassera la concurrence. L'objectif serait de faire revenir Manchester United au sommet en leur permettant de pouvoir rivaliser avec les clubs les plus riches du monde. C'est vrai que jusqu'à présent, ils étaient vraiment très investis au niveau financier, mais là très clairement les propriétaires actuels de Manchester United attendent 6 milliards d'euros pour revendre le club. De plus, l'idée de rénover ou carrément de démolir Old Trafford émerge depuis un moment déjà. Cela pourrait coûter 2 milliards d'euros supplémentaires. Le groupe qatari a affirmé que cela n'était pas un problème pour eux. Cela dit, il est vrai que les Mancuniens pataugent depuis une dizaine d'années. Plus d'1 milliard d'euros investis, donc très clairement les propriétaires n'en peuvent plus. Leur dernier sacre remonte à 2013 avec Sir Alex Ferguson. Et à part une Ligue Europa remportée en 2017, les Red Devils n'ont eu que quelques FA Cup à se mettre sous la dent. Il y a des fonds importants disponibles, ces gens sont sérieux, ils veulent s'assurer que United soit là où il devrait être et ils sont convaincus que leur offre sera la meilleure. Ce rachat envenimerait aussi encore plus les derbys de Manchester, puisque les Citizens sous pavillon saoudien depuis 2008, en tout cas si rachat il y a, la Première Ligue devra encore approuver ce rachat. Apparemment, l'émir du Qatar, chef de la monarchie absolue qatarienne, l'émir du Qatar, chef de la monarchie, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, est un grand fan de Manchester United et connaît bien l'histoire du club. Voilà de quoi pas vraiment rassurer les supporters parisiens, mais est-ce vraiment une mauvaise chose ? Pour rappel, le Paris Saint-Germain va vendre dans les prochains mois 15% de leur part à des investisseurs américains. Pour moi, c'est le début du processus, surtout qu'on le sait déjà depuis longtemps que le cheikh est supporter de Manchester United, et en plus de ça, pour eux, la Première Ligue serait beaucoup plus attractive que la Ligue 1, et qu'en plus de ça, ils seraient très clairement en rivalité avec Manchester City et les Saoudiens, qui sont leurs rivaux, avec les problèmes géopolitiques et le conflit géopolitique très clairement. Et là, il y aurait une vraie réalité, non seulement sportif, entre Manchester United et Manchester City, et en plus de ça, ils ont vu les problèmes de Manchester City, donc très clairement, ça pourrait montrer, en achetant Manchester United, qu'ils sont supérieurs financièrement, marketingement, stratégiquement,
sur les investisseurs saoudiens de Manchester City. Donc très clairement, voilà. Est-ce que c'est la fin de l'ère Qatari au Paris Saint-Germain? C'est fort possible. Après, voilà, ça va pas se faire du jour au lendemain. Il y a une offre qui va être faite dans les prochains jours, mais peut-être que la vente ne se fera pas avant 2024 ou 2025. Voilà pourquoi le PSG très clairement veut partir. En plus de ça, le PSG aussi voudrait partir pour très clairement être plus attractif. Et comme cadeau de départ au prochain investisseur du Paris Saint-Germain, le camp d'entraînement à Poissy et un nouveau stade. Le Paris Saint-Germain a évoqué la possibilité de faire venir des spécialistes pour faire le nouveau stade. Des gens qui ont travaillé avec le Real pour le Santiago Bernabéu, Manchester pour Old Trafford, avec le Bayern de Munich pour l'Allianz Arena. Donc voilà. Et en plus, on a vu comment ça se passe. Pas de mercato cet hiver. Le mercato d'été 2022 raté. Ils ont fait le mercato 2022 d'hiver raté. Et surtout le mercato d'été 2021 où on nous a fait croire que très clairement on avait fait un mercato XXXL alors que ça n'était pas du tout le cas, très clairement. Donc voilà les postos. QSI pourrait racheter Manchester United et quitter le Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve vers les 23h pour le débrief Marseille-Paris Saint-Germain en espérant la qualification du Paris Saint-Germain. Tchuss.